Salut à tous. Je suis dans un super restaurant aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous avec un mec qui connaît très très bien le football. Christophe Proudhon, le bras droit de Rudy Garcia depuis maintenant 20 ans. Il était son coach adjoint à Dijon en Ligue 2. Et de 2008 à 2013, il était superviseur des adversaires à Lille. Et de 2013 à 2016 à l'AS Roma. Ce qui fait de lui un expert du ballon rond. J'ai quelques questions à lui poser. A tout de suite. Alors, Christophe, raconte-nous en quoi consiste le métier d'observateur des adversaires. Alors, observateur, c'est devenu on tend plus vers le mot superviseur maintenant. On supervise les adversaires. Mon rôle que j'ai toujours exercé auprès de Rudy Garcia, c'est d'aller voir nos adversaires, de décortiquer le schéma tactique, de décortiquer les comportements individuels à l'intérieur de schéma tactique et de rendre au coach le maximum d'informations pour que lui, il puisse avoir les données par rapport à l'adversaire. Donc, le rôle, alors chacun utilise ses moyens à disposition en fonction du club où il évolue. C'est vrai que les moyens, nous on a commencé à Dijon en national, donc on est passé du national à la Champions League à la Roma, donc les moyens ont évolué. C'est vrai que maintenant les outils informatiques nous permettent de revoir les séquences, de découper individuellement, d'avoir un maximum de données statistiques. Donc il y a l'œil du superviseur qui est au stade et toutes les données statistiques. Donc on matche tout ça et ça permet de faire le rapport le plus complet possible pour que le coach se fasse une idée de l'adversaire qu'il va rencontrer. Alors je sais pas si tu as lu le livre qui est récemment sorti aux éditions Solar, Comment regarder un match de football. Eh ben, je ne l'ai pas lu, mais il fait partie des livres que je vais lire en vacances. Voilà. Il est déjà dans ma valise. Alors peut-être que toi tu vas nous apporter un élément de réponse. Ce livre, il répond justement notamment, mais toi, qu'est-ce que tu regardes en premier dans un match ? Je regarde beaucoup les déplacements des joueurs à l'intérieur du schéma tactique demandé par le coach. On arrive, à force de l'habitude, on arrive à voir ce que le coach est en train de demander à ses joueurs de par la manière dont il leur parle, dont il les déplace. Moi, ce que j'essaye de regarder, c'est que par rapport à ce que demande le coach, le comportement des joueurs, est-ce qu'ils sont réactifs, est-ce qu'ils ne sont pas réactifs. Ça, on peut, au travers de ça, déceler des points faibles. Et nous, ça nous permet après justement d'assister sur ces points faibles. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de capter. C'est le schéma de base. Et après, les joueurs, comment ils arrivent à l'appliquer ou comment ils peuvent être en difficulté sur des changements de schéma en cours de match. Donc, si je comprends bien, tu observes le match et ensuite tu fais un rapport qui permet au coach, en l'occurrence Rudy Garcia, de pouvoir faire son schéma de... Alors, la particularité de Rudy Garcia, mais il n'est pas le seul à faire ça, c'est que lui cherche avant tout à mettre en place son système de jeu et à chercher le point faible chez l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne ressort quasiment jamais les points forts de l'adversaire pour adapter son système de jeu. Lui, il part de son système et il va chercher sur les points faibles de l'adversaire. Tu as déjà eu le sentiment d'avoir influé sur le résultat d'un match de par les observations, que ce soit positivement ou négativement ? Alors, positivement, ça serait prétentieux. J'ai essayé de donner des lignes directrices. Oui, j'ai le sentiment sur certains choix du coach de l'avoir orienté pour qu'effectivement il aille sur ces choix-là. Et après, c'est aussi plus sur les infos que la cellule et le staff va donner individuellement aux joueurs sur des déplacements, sur des coups de pied arrêtés, qui permettent aussi effectivement au rôle de superviseur d'influer légèrement sur le résultat d'un match. Alors comme tu l'as dit, tu as été le bras droit de Rudy Garcia pendant pas mal de temps, donc tu as suivi son parcours, oui, qui est parti de la Ligue 1 jusqu'en Serie A. Il est même parti de plus bas, parce qu'il est parti de la division d'honneur région parisienne, CFA2, Saint-Étienne en tant qu'adjoint préparateur physique national à Dijon, et effectivement jusqu'à la Liga, à la Champions League à la Roma. Et justement, il y a une façon différente de décoder les matchs. Est-ce que par exemple, il y a une vraie différence ou une vraie difficulté rencontrée quand on doit décoder un match de Ligue 1 et un match de Serie A, par exemple ? La difficulté, c'est de s'habituer au fonctionnement d'un championnat. C'est vraiment ça. Moi, j'ai mis une bonne année, une bonne saison complète à comprendre la logique de fonctionnement des clubs italiens, des joueurs italiens, des coachs par rapport au championnat italien. Moi, ça m'a vraiment pris une saison complète, déjà pour connaître les joueurs. Alors effectivement, je les connaissais, mais au travers des matchs que je regardais. Mais c'est quand même pas pareil. Quand je regarde un match, je suis pas toujours dans le rôle d'un superviseur. Quand je suis au stade, je suis vraiment dans le rôle d'un superviseur. Donc voilà, pour moi la vraie différence, c'est ça, c'est de s'habituer au fonctionnement d'un championnat. C'est pour ça que c'est assez difficile en Champions League ou dans une autre Coupe d'Europe, c'est qu'on a très peu de temps pour rassembler le maximum d'informations sur les équipes. Tu as dû te défaire de certaines idées
préconçus sur le championnat italien quand tu es arrivé? Alors j'essaye de ne pas en avoir. C'est pas toujours facile, mais j'essaye de faire abstraction de tout ce qu'on peut lire, de tout ce qu'on peut entendre, et vraiment d'essayer de me faire mon opinion sur vraiment ce que je vois au quotidien sur le terrain. On dit que le championnat italien est un championnat défensif. Moi je dis que c'est surtout un championnat très tactique, avec des joueurs qui ont une culture tactique qui me semble être une des plus performantes en Europe, voire au monde, de par la capacité qu'ils ont d'absorber des charges de travail sans rechigner, et l'application qu'ils mettent à mettre en place le schéma sur vraiment toute la durée du match. Moi, la grosse différence que je vois entre la Ligue 1 et la Serie A, c'est la capacité à maintenir un certain niveau tactique, de concentration pendant toute la durée du match. En championnat de France, on s'aperçoit qu'au bout d'une heure, il y a une baisse de concentration qui est liée à la baisse physique, et on voit des lignes qui s'écartent, des remplacements qui se font moins bien. Globalement, dans 80% des matchs que j'ai vus en Serie A, j'ai pas eu ce constat. Et c'est vraiment ça qui m'a impressionné. Parce que justement, on a souvent coutume de dire que le championnat italien est un championnat un petit peu en régression. Est-ce que c'est pas justement un petit peu un trompe-l'œil du fait que c'est simplement qu'il y a beaucoup moins de grands noms, mais il y a toujours autant de niveau de jeu, tactiquement? Pour moi, c'est la différence, c'est qu'il n'y a plus les grands noms qu'on a connus à une époque, comme il y avait au Milan AC, la Rijkaard, les Gullit et tous ces joueurs-là, ou à l'Inter de Milan, quand ils ont gagné la Champions League, qu'ils ont fait le triplé. Voilà, il y a une légère baisse du niveau des individualités, mais collectivement, il y a toujours cette même volonté. Et comme défensivement, c'est un tout petit peu moins pointu, parce qu'il y a un tout petit peu moins de talent aussi, ça ouvre plus d'espace et on voit des buts, on voit des matchs ouverts, et on voit un championnat qui est tout sauf défensif et qui est tout sauf fermé. Donne-nous ton avis sur la Ligue 1, ça m'intéresse. Alors, moi j'ai un avis global sur l'ensemble des championnats en France. J'ai eu la chance de démarrer en CFA2, de connaître le CFA en tant que coach, de connaître le national, d'avoir vu un petit peu tous les niveaux. Et tous ces championnats baissent d'un cran tous les ans. Le fait que beaucoup de joueurs partent à l'étranger et ils partent très jeunes, pour moi ça fait baisser le niveau du championnat. En plus, je trouve qu'on est dans une situation où les entraîneurs ont une telle pression qu'ils ne jouent pas pour gagner, ils jouent surtout ne pas perdre. Et je trouve qu'en termes de spectacle, ça se ressent de plus en plus. Alors c'est une bonne transition, parce qu'on va faire la transition un petit peu avec l'Euro, parce qu'on est justement en période, on est en période d'Euro, on est en plein Euro 2016. Ton sentiment globalement sur la compétition, pour commencer? Globalement, je trouve qu'on ne voit pas de match qui permettent de se lever de son canapé ou de se lever de son siège quand on est au stade. Je pense que les joueurs sont énormément fatigués de leurs différents championnats, et qu'ils ont eu une préparation très courte, ou dans une préparation comme ça pour un grand championnat, pour moi il y a une grosse phase de régénération et ensuite de préparation. Je pense que tout a été réduit. Et ça s'en ressent, et j'ai le sentiment que le fait déjà d'avoir les meilleurs troisièmes qui se qualifient a donné à certains joueurs l'occasion de jouer un petit peu tranquillement, entre guillemets, de façon à continuer à accumuler de l'énergie pour la suite. Là, on commence à avoir un petit peu des matchs un peu plus enlevés, parce que c'est sur élimination directe, mais je trouve que même physiquement, on ne voit pas de grosses envolées, on ne voit pas de gros pressing, on ne voit pas beaucoup de courses. Bon, c'est un championnat qui a du mal à démarrer. Mais je pense que c'est lié au fait que quand on peut finir troisième d'un groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale, on est dans la gestion. Et à mon avis, moi le match d'hier, il était intéressant par certaines phases, Portugal-Pologne. Il a été long à se décompter. C'était des petites vaguelettes offensives, mais bon, je suis un peu déçu. Ouais. Voilà. Parlons de l'équipe de France. Moi, j'ai envie d'avoir ton sentiment, parce que je sais que tu es titulaire d'un Master 2 en marketing, en gestion marketing. J'aimerais savoir si cette équipe de France, finalement, est-ce que tu la trouves pas un petit peu trop marketing? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on essaye de nous la vendre plus qu'autre chose? C'est plus que ça, c'est qu'on essaye, au travers de ce que l'on montre en termes d'image, de tout ce qu'on vend dans les médias, de vouloir complètement effacer Naïsna. Et j'ai le sentiment que ça permet aussi de temps en temps d'oublier le niveau de notre équipe de France, d'oublier la performance de notre équipe de France. C'est bien, ils sont qualifiés dans une compétition, ce qu'on cherche c'est à gagner, quels que soient les moyens. On le voit avec les Portugais, tout le monde est en train de dire peut-être que les Portugais vont aller en finale, voire la gagner, sans gagner aucun match. Donc, mais bon, voilà, c'est la compétition qui est construite comme ça. Mais oui, effectivement, il y a un aspect vendeur, parce que je pense que les sponsors de l'équipe de France ont mis une grosse pression après Naïsna
avec des règles très drastiques. Et tout ce qui est fait autour de l'équipe de France, c'est pour vendre, et parce que maintenant le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et pour l'équipe nationale comme pour un club, oui, je trouve qu'elle est survendue, on en fait des caisses, mais on en fait des caisses dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est capable de massacrer un joueur alors que la justice n'a même pas rendu son verdict. On est capable de monter un joueur au nu parce que c'est bien, ça va effacer certaines choses. Oui, mais c'est toute la société qui est comme ça. On est sur une société d'image. Et l'équipe de France, là, c'est la vitrine de la France et ça sert à tout le monde. Ça sert à rassurer tout le monde et tout le monde y trouve son compte. Justement, tu as fait allusion un petit peu au cas Benzema. Est-ce que tu penses que, justement, ce côté marketing peut influer dans le choix des joueurs? Par exemple, le choix d'un Giroud, au niveau de son image, est peut-être plus bankable que celle d'un Benzema, sans parler de niveau de jeu, sans parler justement de côté hors football, mais simplement de vente d'image, de tête de gondole. Giroud, c'est un bon joueur. On n'est pas en équipe de France si on n'est pas un bon joueur. On est à Arsenal si on n'est pas un bon joueur. Il met des buts, il est parti loin, il a bossé. Pour moi, c'est un bon joueur. Il a un niveau international, mais il n'est pas meilleur que Benzema. Par contre, il sourit plus que Benzema. Il est mieux coiffé que Benzema. Il présente mieux en costume que Benzema. Et je pense que quelque part, ça a son influence. Ça a son influence dans le regard des gens qui regardent un joueur de football et qui se disent: il est pas mal, Giroud, il est sympa, il sourit tout le temps. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on entend? Benzema, même quand il marque un but, il fait la gueule. Je pense pas que ça influe le choix du sélectionneur, ni des entraîneurs qui sont en charge de faire des sélections. Mais malgré tout, cette image-là en permanence que l'on renvoie, elle prête interrogation. Et humainement, qu'on soit un sélectionneur ou qu'on soit un supporter lambda, elle interpelle. Je pense qu'à un moment, elle fait se poser des questions qu'on ne devrait pas avoir à se poser. Est-ce que, justement, ce côté trop mesuré, ce côté trop aseptisé de cette équipe de France, est-ce que c'est pas ça qui influe, justement, dans sa monotonie du jeu qu'on critique souvent? Je sais pas, moi je pense que c'est aussi le fait qu'on n'a pas non plus des joueurs de talent extraordinaires qui sont capables d'emmener l'équipe comme on l'a connu, quoi. Toutes nos grandes équipes de France, celle de 58 avait Raymond Kopa qui était un joueur extraordinaire. Pour les très très jeunes, même moi j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais bon, j'ai vu des vidéos quand on joue au Real de Madrid. C'était un joueur extraordinaire. Après on a eu Platini, après on a eu Zidane. Et là on a un trou générationnel parce que ces trois joueurs-là en plus c'était des joueurs offensifs. Donc c'est eux qui faisaient la différence sur beaucoup de matchs, qui créaient cette dynamique de victoire et cette euphorie qu'il y avait autour. Là offensivement, alors Griezmann est un super joueur, mais je pense qu'il n'a pas le talent de ces trois joueurs que je viens de citer. Et Pogba est un joueur extraordinaire, mais qui est un milieu de terrain. Donc les milieux de terrain, ça fait moins briller l'équipe parce que c'est travail dans le collectif, c'est moins marqué. Je pense que notre équipe, elle manque de talent. Elle a eu effectivement la déconvenue de perdre des joueurs, un joueur comme Varane, qui est pour moi un joueur extraordinaire. Donc tout ça fait qu'on a une équipe, on a une bonne équipe, mais voilà. Pour moi, on n'a pas une équipe extraordinaire. Mais on n'est pas les seuls, je veux dire, sur ce championnat d'Europe. On le voit bien quand les joueurs de haut niveau comme Hazard se mettent à jouer au niveau qui est le leur, ça change la face d'une équipe. On a vu que Griezmann nous a emmenés en quart de finale sur deux éclairs de génie. Voilà, c'est ces joueurs-là. Après, sur la constance, c'est plus difficile. Ce sont des très bons joueurs, mais pas des joueurs extraordinaires. Est-ce que tu penses que Rudy Garcia ferait un bon sélectionneur de l'équipe de France? Comme tout bon entraîneur, on peut faire un bon sélectionneur, sauf que répondre oui ou répondre non, c'est difficile parce que pour moi, c'est pas le même métier. On n'est pas au quotidien avec les joueurs. On a un rôle d'observation sur 2-3 mois. Après, on rassemble les joueurs. C'est un métier hyper difficile, sélectionneur. Je pense que sélectionneur, c'est plus difficile qu'entraîneur au quotidien. Parce qu'entraîneur au quotidien, on a toutes les petites problématiques du club, du fonctionnement des joueurs, de ceci et de cela. Sélectionneur, on n'a pas cette problématique, mais par contre, sur un temps très réduit, on doit rendre un groupe qui n'a pas trop l'habitude de jouer ensemble hyper compétitif. Donc, je serais tenté de dire, pour le connaître, parce que c'est un bon communicant et c'est ce qu'est Deschamps aussi, je pense que le bon sélectionneur, pour être efficace, doit être un bon communicant. Sur un temps très court, il doit savoir donner les bonnes idées, les bonnes directives à son collectif, faire le bon amalgame, et ça passe par de la com. Donc oui, il ferait un bon sélectionneur. Après, c'est la vérité du terrain qui fait qu'on est un bon sélectionneur ou pas. Et éventuellement, toi, un bon adjoint.
Alors moi, je me vois bien superviser pour l'équipe de France, effectivement. Non, mais après, c'est le même rôle. C'est le niveau qui change, voilà, mais qu'on supervise un match de national ou un match d'Euroleague ou un match de championnat d'Europe ou de Coupe du Monde, bon, le rôle il est le même. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'a besoin le coach. Une fois qu'on sait ça, voilà, on est vraiment dans son rôle. Un des derniers aspects de ta carrière, pendant une année, tu as été recruteur pour l'Estac, pour Troyes. Pour le centre de formation de l'Estac. Donc, ce qui fait de toi quand même quelqu'un d'assez avisé sur la jeunesse, sur le football des jeunes. Ouais. Et on te voit encore aujourd'hui sur les terrains, notamment on a pu te voir à la Pan Am Cup. À la Pan Am Cup, très bien organisé par Pan Am Football, à qui on passe un bonjour, à Abbès. Absolument. Qui fait les choses très très bien. Il fait un super travail et la Pan Am Cup était vraiment une très très belle réussite. J'espère que c'est quelque chose qui va perdurer. Donc voilà, je sais que tu as un regard sur cette jeunesse. J'aimerais que tu nous donnes ton sentiment justement sur ce football parisien que tu connais, que tu as côtoyé, que tu côtoies encore. Est-ce que tu le trouves pas peut-être un peu stéréotypé ? Alors, il est stéréotypé par le profil des joueurs qui arrivent dans les équipes. Après, ce que j'ai constaté sur la Pan Am Cup, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à passer les 2 jours entiers sur le tournoi, c'est que j'ai vu des coachs qui s'efforçaient de donner une culture collective à leur équipe, à repartir de derrière. Moi, j'avais un vécu sur les équipes de jeunes il y a maintenant 8-10 ans, où on mettait des joueurs capables de jouer long en défense centrale, avec des attaquants rapides, et les milieux de terrain, ils étaient souvent la tête en l'air en train de regarder passer le ballon. Là, au travers de cette Pan Am Cup, j'ai fait le constat que malgré le fait qu'on est toujours des joueurs très athlétiques, avec des profils très athlétiques, on sent qu'il y a un vrai travail technique qui est fait auprès de ces joueurs-là, et surtout une volonté d'une culture collective de repartir de derrière en passe courte et de ne pas sauter les lignes et de jouer bien dans les couloirs et tout. Et là-dessus, je trouve que les coachs sur la région parisienne font un vrai travail. Et en plus, c'est à souligner, je les ai trouvés très, très pondérés sur le banc de touche, très posés, très calmes. Et j'ai trouvé dans les échanges qu'ils ont entre eux en dehors du terrain quelque chose de très intéressant. On sent une vraie fraternité, on sent une vraie homogénéité entre les différents coachs qui sont pour la plupart très jeunes. Ça c'est bien. Mais voilà, il y a une vraie solidarité, ils échangent beaucoup sur le football, sur leur vision de... Et moi, ça, j'ai pas connu ça quand on rentrait, quand on était sur un banc de touche. On avait un adversaire sur le banc de touche, et là, on sent que ce sont des coachs qui coachent des joueurs, mais qui sont ensemble avec une volonté de leur inculquer une vraie philosophie de football. Donc, je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Après, moi, j'ai toujours du mal avec cette championnite qu'on met en place au niveau des jeunes. Je trouve que c'est inculquer une compétition qui est intéressante. On est toujours en train de dire oui, mais il faut être un compétiteur. Le compétiteur sans la base, sans la qualité footballistique aussi bien individuelle que collective, à un moment il va stagner, il va être limité. Donc je sais pas, moi j'ai pas d'idée sur la manière de faire pour arrêter cette championnite, mais elle me gêne sur des 12, 13, 14 ans. Voilà. Est-ce que tu trouves pas ce football parisien, même voire français, un peu trop dans la recherche de l'inspiration de ce qui se fait ailleurs et comment est-ce qu'on pourrait développer notre propre football sans forcément tout puiser à l'extérieur ? On a été copié pendant des années, c'est-à-dire que ce qu'a fait Georges Boulogne dans les années 70, il me semble, au niveau de la formation, on avait, je dirais, 5-6 ans d'avance sur tous les autres pays européens. On a été copié, mais c'est un peu la problématique du système français, c'est qu'on s'est installé dans un petit cocon, dans un petit confort. On a mis des structures, voilà. On a mis des personnes à la DTN qui étaient très compétentes, mais qui sont presque devenus des fonctionnaires du football. Et on ne les a pas obligés à s'ouvrir, à se régénérer, à se poser les bonnes questions, parce qu'on avait les résultats. Donc une fois de plus, on s'est retranché derrière cette notion de résultat, et on s'est contenté de gagner les championnats en U16, en U17, en U18, en U19, mais on ne s'est pas aperçu qu'arrivé en Espagne, on ne gagnait plus rien. Donc on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi on ne gagnait plus rien. Après Naïsna, on a dit on va copier le Barça, copier ceci, copier cela. On n'a pas la même population. Quand on va en Espagne, je ne pense pas que sur les terrains espagnols, on ait la même population qu'on est sur la région parisienne, sur la région PACA, sur la région lyonnaise. Donc il faut pas essayer de faire rentrer ces jeunes dans un moule, il faut plutôt essayer d'adapter le moule à ces jeunes-là. Et je pense que pour moi, on n'a pas encore pris ce chemin-là. Quand je vois encore les sélections françaises jouer, j'ai l'impression de voir les mêmes qu'on avait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire on décide et d'un schéma de jeu et d'un profil de joueur. Non, on prend les joueurs parce qu'ils sont bons.
Et on est toujours entre les deux, et je pense qu'on perd du terrain sur les autres nations. Il suffit de voir ce qu'a fait l'Islande, ce que fait la Hongrie. D'un seul coup, on a des nations qui émergent et on se demande pourquoi. Parce qu'ils se sont posés des questions, ils ont mis des choses en place. La Suisse l'a fait, même si le rendu en termes de leur équipe nationale, c'est pas extraordinaire non plus. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'intégration de certains migrants, de certaines choses. Voilà, ils se sont posés des vraies questions. Nous, j'ai l'impression qu'on ne se les pose pas. Je suis loin de la DTN, peut-être qu'ils se les posent et qu'il y a une difficulté pour les mettre en place. Mais je trouve qu'on n'avance pas très vite. Et alors qu'on est dans une société qui, elle, va très très vite. Donc, je trouve qu'on est un peu en retard. Merci Christophe Prudon pour tes expertises, hein, on peut utiliser ce terme. On peut, mais c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Mais je t'en prie.